En 1966, le Cheyenne remporte un concours de défense aérienne organisé par l'armée américaine qui commande alors 10 appareils en vue de test. Lors du vol en translation avant, la puissance du moteur est en grande partie utilisée pour entraîner l'hélice propulsive arrière. Seul un quart de cette puissance sert à la propulsion du rotor principal, d'où une vitesse maximale de 384 km/h, une véritable innovation pour l'époque. Le système de commande d'armes électroniques est guidé par radar Doppler ou laser. Ainsi, on peut engager le combat en gardant les armes braquées sur la cible. Le mitrailleur n'a plus que des réajustements minimes à effectuer avant de tirer. L'agencement des sièges en tandem et la vaste verrière permettent aux pilotes et aux mitrailleurs d'avoir une visibilité à 360 degrés. Le pilote peut détruire n'importe quelle cible en la repérant dans son viseur, puis en choisissant le type d'armement le plus approprié. Le système de roquette est très précis. Les approches en vol en palier à basse altitude évitent de s'exposer au feu de l'ennemi. Le Cheyenne est un hélicoptère d'attaque de pointe, à la puissance de feu dévastatrice. Ces missiles TOW en font un tueur de chars infaillible. Pourtant, le projet Cheyenne est annulé en 1972 à cause de son coût prohibitif et de l'évolution des théories militaires. Alors que la guerre du Vietnam est bien engagée, les UAS équipés de missiles TOW détruisent efficacement les chars et les véhicules nord-vietnamiens. Mais les hélicoptères américains n'ont pas toujours le dessus et à la fin de la guerre, les combats deviennent plus durs. At the conclusion of the war in Vietnam, the situation changed to where different tactics had to be derived. Once you started running into the radar-directed gun systems, into IR missile systems and things of that nature, the tactics drove the helicopters down on the deck, where they were below the radar line of sight. Après le Vietnam, les militaires s'interrogent sur la possibilité d'un conflit entre les pays membres de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie. Le Vietnam était un cas particulier. Désormais, on se demande si l'hélicoptère peut faire face à des systèmes électroniques de défense extrêmement élaborés. Le UA Cobra est encore utilisé, mais un nouvel appareil va bientôt entrer en scène. Au milieu des années 70, l'armée se met à la recherche d'un appareil capable d'opérer de jour comme de nuit et par n'importe quel temps à partir du front. La sélection finale a lieu en décembre 1976 et c'est le Hughes YAH-64, baptisé l'Apache, qui en sort vainqueur, comme nous le raconte le général Ostovich. Now, instead of a Huey that was converted to a tandem-seated Cobra that had all the vulnerabilities of a civilian helicopter made to look like an attack helicopter, now we had an Apache that was designed with a rotor system that could take heavy-duty air defense hits, 12.7, AAA fire, and the machine continues to fly. Protected seats and protected environments around critical components, redundant systems. And so that whole growth of what we call in the United States Army our modern Army aviation fleet of helicopters came out of the early 70s and based on our lessons in Vietnam. En janvier 1984, le premier Apache entre en service. L'hélicoptère d'attaque moderne est né. L'Apache est conçu pour attaquer l'ennemi à partir du front. Son système de navigation est extrêmement précis. Son exposition aux tirs ennemis pendant l'attaque est de courte durée et sa signature infrarouge est minime. Il peut détruire la cible du premier coup, puis foncer sur un autre objectif.
C'est un appareil qui opère de jour comme de nuit, quel que soit le temps. L'Apache est équipé de canons de 30 mm, de missiles Hellfire guidés par laser et de roquettes de 70 mm. Son système de commande d'armes est extrêmement élaboré. Le TADS, système de détection, d'acquisition et de poursuite de cibles, est relié à l'ordinateur de conduite de tir et au viseur intégré au casque, et la visée est stabilisée pour les opérations de jour et de nuit. Si l'Apache frappe, lui-même n'est pas à l'abri des coups. Mais son programme de développement et d'essai approfondi lui permet d'encaisser la plupart des tirs. Ces systèmes résistent bien aux attaques balistiques et pourtant, les postes de l'équipage et le réservoir sont pratiquement les seuls éléments blindés. Pour le général Ostovich et ses pilotes, l'efficacité de cette protection a été démontrée pendant la guerre du Golfe. One Apache took 2 rounds right up through the fuselage, right up through the right-hand engine nacelle. The hole in that aircraft was large enough you could put your fist through it. And listening to the videotape on board the aircraft, talk to the pilot is racing back now to his base, saying, I think I'm hit, I'm feeling some vibration, but continuing to fly. Returns the aircraft to the base, repairs the aircraft, rejoins the fight. But that's the kind of tough, durable airframes that we're flying today. En vol de croisière, l'Apache atteint 288 km/h et sa vitesse de pointe est de 376 km/h. En arrière et latéralement, il peut voler à plus de 88 km/h. Extrêmement maniable, il peut changer rapidement de trajectoire en rase-motte sans que sa structure ne soit endommagée. Au niveau de la mer, il a une autonomie de vol de 2h40. En vol, on ne sent aucune vibration, ce qui en fait un appareil moins fatigant à piloter. Pendant la guerre du Golfe, c'est le fer de lance de la flotte d'hélicoptères américaine. The growth of assault helicopters that were not adaptations of civilian helicopters, but began with a blank piece of paper and said, now if you want to design a helicopter that must fly into the jaws of the enemy's camp, what would you have in it? Well, we'd want it to be survivable, protect the crew, protect the infantrymen on board, be able to take abuse. Out of that kind of design effort came the Black Hawk. Lors de sa mise en service en 1979, le Sikorsky H-60 Black Hawk est soumis à rude épreuve. Choisi par l'armée pour remplacer le UA, efficace mais trop vulnérable, le Sikorsky peut transporter 3 hommes d'équipage et 11 soldats en tenue de combat. Conformément aux exigences de l'armée, sa vitesse de croisière est supérieure à 320 km/h. Le Black Hawk devient alors l'élément clé de la flotte d'hélicoptères qui arrive en 1990 en Arabie Saoudite dans le cadre de l'opération Bouclier du désert. In the United States Army, the helicopter forces are organic to all of our divisions and to all of our corps. The division and the corps commander does not have to ask anyone to get attack helicopter support or lift or any of the helicopter support that you would expect. It's all part of his combat force, both his combat arm and his combat support arm. Le McDonnell Douglas Defender, qui date de 1968, a lui aussi servi au Vietnam. Il peut opérer comme hélicoptère d'observation léger, mais une fois équipé de missiles TOW, c'est un tueur de chars particulièrement redoutable. Le Sikorsky Super Stallion, le plus gros hélicoptère de la guerre du Golfe, est utilisé comme appareil de transport lourd puisqu'il peut embarquer 55 fantassins en tenue de combat. Mis en service en 1980, il a considérablement augmenté la mobilité de la force héliportée américaine.
modern helicopter gives to a land force the ability to move faster and attack quicker his enemy. It gives to our land forces the possibility of designing a battlefield scheme that avoids the frontal confrontation. Un autre vétéran de la guerre du Vietnam a lui aussi été utilisé pendant la guerre du Golfe. C'est le Boeing CH-47 Chinook, qui est cependant très différent des modèles construits dans les années 60. On l'a doté d'un nouveau système électronique et on a amélioré sa résistance au choc selon les normes en vigueur. Ainsi, il est toujours un atout majeur de la force héliportée américaine. À l'aube du 17 janvier 1991, 8 Apaches traversent la frontière irakienne. Chargés de détruire 2 stations radar ennemies, ils volent vite et en rase-motte. À 2h38, ils lâchent leurs missiles Hellfire guidés par laser, leurs roquettes Hydra et enfin leurs obus. Et quelques secondes plus tard, tout est fini. Désormais, la force aérienne peut voler sans risque d'être repérée. Les Apaches viennent de lancer la première offensive de la tempête du désert. I, quite frankly, became a little bit excited as I saw the Iraqi military begin to dig in their tank forces along the southern Kuwaiti border. For an attack helicopter pilot, a tank sitting behind a 3-sided berm is just a very inviting target. You got to make it a little bit more difficult than that. Environ 400 Black Hawks participent à l'opération Tempête du désert. Quelques-uns viennent d'Allemagne et ont parcouru 5600 km. Utilisés comme hélicoptères de transport lourd pendant la guerre du Golfe, ils effectueront 44 000 heures de vol. Les soldats responsables du ravitaillement près du front jouent un rôle clé au sein de la flotte d'hélicoptères. En 20 minutes, ils sont capables de faire le plein et de réarmer l'Apache. Les C-130 et C-131, les C-17 et les C-5A transportent les Apaches jusqu'au front et les appareils du 82e bataillon arrivent les premiers sur place. Tous les ans, les forces américaines et égyptiennes organisent les manœuvres Bright Star. Bien sûr, tous les participants ont déjà eu l'occasion de débarquer des hélicoptères dans le désert, mais là, ils vont avoir un choc en voyant ces Chinooks tout emmaillotés. En 1979, les US sont détrônés par les Black Hawks, mais quelques-uns participent malgré tout à la guerre du Golfe. Le sable et la chaleur abîment le matériel, particulièrement les rotors et les moteurs. Le UA Cobra est un autre vétéran de la guerre du Vietnam. Destiné aux Marines, le Sea Cobra a 2 moteurs. Armé de missiles TOW et Hellfire, il peut tirer tout en restant hors de portée de la DCA. Dès le début, les Sea Cobra participent au combat terrestre en appuyant l'artillerie des Marines avec leurs missiles et leurs roquettes. Un Marine raconte qu'il s'est trouvé si près d'un Cobra qu'il a pu toucher le train d'atterrissage pendant que l'engin tirait ses obus. Partis de Norfolk, Virginie, les Desert Ducks sont des Sikorsky Sea Kings conçus dans les années 60, basés dans le Golfe depuis 1972. Au cours des opérations Bouclier du désert et Tempête du désert, les Sea Kings distribuent le courrier et assurent un soutien logistique. Mais dans le désert, les avaries sont fréquentes et ces appareils doivent être constamment révisés. Les tactiques d'attaque sont basées sur l'effet de surprise et l'extrême mobilité des appareils. Hold him by the nose.
engage them so that they can't reposition. And while you're doing that, move around with great speed, around the flank, attack from the back, attack from the side, cut off their avenues of reinforcement, cut off their supplies. Begin the attack back in the mess hall. Begin the attack back where the tanks and trucks are being retrofitted and repaired. Destroy the logistics base. Move in then for the kill from the backside. That took a few hours. Pour la première fois, une flottille d'hélicoptères intervient au plus fort du combat. À chaque fois, les forces irakiennes semblent battues avant même le début de l'affrontement. As you talk to the pilots, it's a curious story. You can almost see what's going on in the enemy commander's mind. The armor force says, can't go that way. Tanks are burning. Turns the force to the right, tries to get to Basra and then come around to the north. Apaches range faster than the tanks. Destroy the lead elements of those tanks. They're on fire. Now the entire division is stopped, trapped by their own burning hulks, either on the left and on the right. And then very curious thing happened. The Apache pilots just waited. Just waited. They knew their enemy didn't have a chance. And so they just waited. Tankers got out of their tanks. Infantrymen got out of their infantry fighting vehicles, threw down their weapons, ran out into the desert. And when they were cleared, the Apache force utterly destroyed that division. Nothing left. Au début de l'opération Tempête du désert, l'armée américaine mobilise 11 brigades aériennes en Arabie Saoudite, totalisant ainsi 1800 hélicoptères. Un bataillon d'Apache détruit à lui seul 157 chars, 40 avions blindés transporteurs de troupes, 40 camions et 23 bunkers. La défaite de la puissante armée de terre irakienne est le résultat d'une opération militaire complexe qui nécessitait l'intervention de toutes les forces alliées équipées d'armes ultra perfectionnées. La technologie poussée de l'hélicoptère moderne a considérablement augmenté la mobilité et la force de frappe des forces au sol. So technology, in many ways, helped us grow the capability that we enjoy today. It's kind of interesting to look back now in I would say the last 30 years of modern Army aviation and see the relationship between technology and capability and how that was exploited to produce what I think is the world's greatest attack and assault helicopter force in the world. Pendant l'opération Tempête du désert, l'hélicoptère a prouvé qu'il était capable d'une autonomie totale dans une guerre moderne. Et selon certains experts, l'hélicoptère s'est tellement perfectionné qu'il pourrait bien remplacer le char. Lors du Salon international de l'hélicoptère à Phoenix, Arizona, les représentants de ce secteur ont découvert de nouveaux produits. Il a aussi été question de l'avenir du giravion et Helmut Huber de la société MBB est plutôt optimiste. The future of the helicopter will depend on whether we can really solve inherent problem, which is still the concept of helicopter still has. The basic problems are the noise creation, that means disturbance of the environment when a helicopter flies over. Some safety issues are important. Usually a typical helicopter is a factor of 10, I would say,
less safe than a fixed-wing aircraft. We have vibrations, and we are working on these problems to improve them. And if we succeed, then we are convinced that the helicopter will play even a much greater role in the future transport system. Abordons tout d'abord le problème de la sécurité. Voici le Notard, un hélicoptère dont le couple est compensé par un déviateur de jet et non par un rotor de queue. Bien qu'il soit différent de l'hélicoptère traditionnel, son système de commande est pratiquement identique. You don't want to fool me by designing one airplane one way and one the other. So they try to standardize fundamental human factor considerations in this design-induced pilot error, where the airplane is designed to fool me and I crash. Mais si malgré tout un hélicoptère s'écrase, comment peut-on réduire au maximum l'effet de l'impact pour sauver la vie des passagers? They want to keep their little protective cocoon so that they can thrash about in there during an accident and not strike things with their arms, which could break their hands, so they can't work doors or levers to get out, or that they could strike their head and lose consciousness or become so confused they don't know what to do. So you protect them. En dépit de normes de conception et de construction très strictes, les accidents ne sont pas inévitables. Peut-on concevoir des dispositifs pour éviter que les composants volatiles tels que le carburant ne se répandent? Of course, the solution is to allow these failures in these fuel lines to occur at known points that are designed to fail, such as with self-sealing breakaway valves or quick disconnect couplings that can separate and seal off the end so fuel can't leak out. Or if the fuel line is pulled out of the tank, when it finally is pulled out, the tank wall seals so fuel can't come out. Par définition, les hélicoptères militaires s'exposent à des risques. Par exemple, comment faire pour les protéger des tirs sol-air alors qu'ils volent lentement et à très basse altitude? You might have a hole in the rod, for example, or a hole in the pipe, but the bullet goes on through, but the airplane still flies. So you have redundant load paths or alternate ways of carrying the forces that you want to carry. Une technologie capable de renforcer la sécurité existe déjà sur les hélicoptères militaires actuels, mais les giravions civils commencent tout juste à en profiter. Mais comment peut-on résoudre le problème des vibrations, à la fois désagréables pour les passagers et nocives pour les composants électroniques de l'hélicoptère? Existe-t-il des solutions technologiques? And we've got experiments now in the laboratory where you have something like this vibrating at one end and something absolutely still at the other. And the reason for that is right in the middle you've got something that absorbs it and then feeds back. And so it effectively cancels out the vibration as it comes in. Smart structures is something that I think is going to be used effectively and quite a bit in future helicopters, rotorcraft. Le bruit de l'appareil posant également un problème, les compagnies d'hélicoptères concentrent leurs efforts pour mettre au point des rotors moins bruyants. Sera-t-il possible un jour d'éliminer cet inconvénient majeur? Noise really is a problem, and I think there's some things that we could do about noise by actively controlling the structure. And what I mean by that is that you have the noise coming into the structure. By putting the right kind of devices in the walls, you can oscillate, you can vibrate the structure at exactly the right frequency and cancel out the noise that's coming inside, and actually sit in a quiet room, even though you're surrounded by this noise. La technologie appliquée à la conception est de plus en plus perfectionnée. La conception assistée par ordinateur va permettre de résoudre plus rapidement les problèmes fondamentaux de l'hélicoptère. I think what you'll see in the future is application throughout our industry of the use more and more of computer-aided design to come up with more effective and quicker and easier manufactured designs.
And that certainly is going to have an effect in rotorcraft. L'utilisation des produits composites comme matériaux de structure a révolutionné la construction aéronautique. Le rapport poids-résistance est fondamental pour un hélicoptère. Quel sera alors l'impact des composites sur l'hélicoptère du futur? There are some real advances coming along in terms of composites, which are going to impact the transport and fixed wing part of the business, but they're going to have a much greater impact on the rotorcraft, and the reason for that is that the weight is, as you say, so much more important in rotorcraft. Composites, when they're done correctly, and the industry hasn't yet fully utilized the advantages of composites, when they're done correctly, will probably cut the weight of a rotorcraft by a factor 2. Les produits composites ont d'ores et déjà une influence énorme sur la conception et la construction des avions et des hélicoptères. Jusqu'à présent, on utilisait les composites essentiellement pour la fabrication des pales d'hélicoptères. À présent, on les emploie de plus en plus souvent pour d'autres éléments de la structure. Sans ces matériaux, les récentes mises au point du giravion auraient été irréalisables. Depuis la naissance de l'hélicoptère, les ingénieurs cherchent à concevoir un compromis entre l'avion à voilure fixe et celui à voilure tournante. Ils rêvent d'un modèle qui décollerait à la verticale comme un hélicoptère et qui aurait le vol de croisière rapide et économique de l'avion. Voici le Bell XV-3, un appareil dont les ailes sont fixes, mais dont les rotors basculent pour passer du vol stationnaire au vol en palier. Le XV-3 vole pour la première fois en 1958. À la même époque, la compagnie Boeing-Vertol fait des essais avec le VZ-2. Dans le cas de cet appareil, c'est toute l'aile qui bascule. Le VZ-2 effectue plus de 450 vols avant d'être mis hors service en 1965. D'autres compagnies vont continuer à développer l'aile basculante. Le LTV Hiller Ryan XC-142 a un fuselage massif, 4 moteurs et des pales propulsives de petite taille qui font office de rotor en position horizontale. Les 5 exemplaires construits seront soumis à un programme d'essai approfondi.